Salut, vous mon ami, de l'autre côté de cet écran. Vous écoutez ma voix et regardez cette vidéo qui a été créée avec des programmes informatiques et qui est diffusée sur l'appareil de votre choix. Alors, peut-être qu'il n'y a pas tant de différence entre vous et moi, car il y a une petite chance que vous aussi vous soyez créé à l'intérieur d'une application spéciale. Vous ne le croyez pas? Essayons de comprendre cette folle théorie. Voici le docteur Melvin Vopson. Il explore l'idée selon laquelle notre univers serait une simulation informatique. Oui, vous en avez probablement déjà entendu parler. Elon Musk a fait des déclarations similaires. Mais que veulent vraiment dire ces personnes? Melvin Vopson pense que la gravité est un « truc » que l'univers utilise pour réduire la charge de son processeur informatique. Un peu comme ces programmes qui compressent les fichiers sur votre ordinateur, mais à une échelle gigantesque. Qu'est-ce que la gravité? En termes simples, c'est la force d'attraction qui existe entre tous les objets dotés de masse. Si notre planète est ronde et qu'elle ne se fragmente pas en milliards de morceaux, c'est grâce à la gravité. Nous marchons sur le sol et nous ne nous envolons pas dans le ciel grâce à la gravité. Le téléphone repose sur votre bureau grâce à, dites-le avec moi, la gravité. La Lune orbite autour de la Terre en suivant une même trajectoire. Les planètes du système solaire voyagent sur des orbites régulières autour du Soleil. Presque tout l'univers adhère strictement aux lois de la physique. Et l'une des plus grandes de ces lois est la gravité. Si je n'ai pas dit tout l'univers, c'est parce qu'il y a des choses inconnues, comme la matière noire par exemple, dont nous ne savons rien. Ainsi, la gravité aide à maintenir l'ordre. Mais alors, quel rapport avec un programme informatique? Il existe des tonnes d'objets différents dans l'univers. Notre planète est composée d'un noyau, de roches, de poussière, d'air, de divers gaz, d'arbres et d'un milliard d'autres choses. Sans gravité, tous ces éléments s'éparpilleraient dans toutes les directions. Chacun d'eux a sa propre vitesse, taille et densité. Tout cela représente une énorme quantité d'informations. Mais la force de la gravité les unit pour former un seul objet, la planète. Et quand tous ces milliards d'éléments sont ensemble, il est plus facile pour l'ordinateur universel de traiter et de lire les informations. Un autre exemple. Les flocons de neige ont tous des formes remarquablement similaires. Les ondes ont presque toutes la même forme. L'aspect des galaxies dans l'espace lointain semble être conçu selon un même schéma. Et il y a des tas d'autres exemples de symétrie dans la nature. Cette symétrie est principalement due à la gravité. Et si tout cela était le résultat d'une optimisation des données? Imaginez que les flocons de neige soient tous différents. L'ordinateur devrait beaucoup travailler afin de traiter chacune des formes. Mais la gravité permet justement de réduire la charge de travail du processeur. Elle organise et structure l'univers. Tout comme le programme d'archivage sur votre ordinateur. Mais pourquoi est-ce nécessaire? Dans le cas d'un ordinateur, la compression des données aide à économiser de l'espace et à améliorer le rendement du processeur. Dans notre univers, tout semble fonctionner de manière stable. Tout est organisé. Le docteur Vopson pense que toutes les particules élémentaires de notre univers, les atomes, les électrons, les photons et similaires, sont de minuscules blocs de construction qui contiennent de l'information, comme les cellules à l'intérieur de notre corps qui contiennent de l'ADN. Le scientifique fait également une analogie avec les données informatiques. Toute image, toute vidéo, tout jeu sur nos écrans se compose de minuscules fragments d'informations sous forme de données binaires, des 1 et des 0. Notre univers pourrait fonctionner de la même manière. S'il n'y a pas d'information dans une cellule, c'est un 0. S'il y a de la matière à l'intérieur, c'est une unité. On utilise ce principe pour développer des jeux informatiques, des applications de réalité virtuelle et des simulations complexes. Mais contrairement aux programmes informatiques, une cellule dans notre univers peut contenir plus d'une particule. Grâce à cela, les particules peuvent se réunir à l'intérieur de cette cellule. En termes de performance et d'économie d'énergie, il est beaucoup plus facile de calculer la localisation et la quantité de mouvement d'un seul grand objet dans l'espace que de nombreux petits objets déconnectés. La gravité permet ce processus d'optimisation. Bien entendu, tout cela n'est que spéculation, et les scientifiques n'ont aucune preuve pour étayer cette théorie. Mais il y a autre chose qui pourrait indiquer que nous vivons dans une simulation. Vous avez probablement entendu parler de l'effet de l'observateur en physique. Lorsque vous observez de toutes petites particules, des photons par exemple, elles se comportent d'une certaine manière, et lorsqu'elles ne sont pas observées, elles se comportent différemment. C'est ainsi que se comportent les pixels dans un jeu vidéo. Imaginez que vous conduisiez une moto tout en jouant à un jeu. Il y a une forêt devant vous. Vous voyez des arbres bien dessinés qui ressemblent à de vrais arbres. Mais ensuite, vous vous arrêtez et vous vous retournez rapidement dans la direction opposée.
Si votre ordinateur n'est pas extrêmement puissant, vous remarquerez que les textures se chargent avec un délai d'une demi-seconde. Si vous regardez une ville, au début, vous voyez juste ses contours, puis vous commencez à distinguer les maisons et les lumières. Cela se produit parce que lorsque nous ne regardons pas la ville, l'ordinateur ne charge pas ses textures, ce qui permet de réduire la charge sur le processeur. Pourquoi gaspiller des gigaoctets de données lorsque le joueur n'interagit pas avec la ville? Mais quand enfin vous regardez la ville, le processeur vous la montre dans toute sa beauté. Et tandis que vous admirez ces rues et ces bâtiments, la forêt disparaît dans votre dos, jusqu'à ce que vous la regardiez à nouveau. Les petites particules de notre univers agissent de manière similaire. Elles restent déchargées jusqu'à ce que vous les observiez. C'est une théorie amusante, mais il y a une nuance. Si les photons et autres particules minuscules se comportent différemment lorsque vous ne les observez pas, ce n'est pas parce que l'univers économise des données, mais parce que l'observateur influence directement leur comportement. Autrement dit, pour les observer, vous utilisez vos yeux, ou des lentilles, ou un appareil, une sorte de détecteur. Le simple fait d'observer change la matière. Voilà pourquoi les photons se comportent ainsi. Par conséquent, nous ne savons pas encore si notre univers est modélisé ou non. Mais quelle est la différence entre un programme informatique simulé et le monde réel? Peut-être la réalité du monde est-elle bien modélisée à l'intérieur d'un programme ultra puissant. Et si nous faisons partie de ce monde, alors sommes-nous nous aussi des programmes? Le monde nous semble très réel. Il est parfait pour nous. Imaginez que vous sortiez un personnage informatique d'un jeu vidéo et que vous le placiez dans notre réalité. Il ne pourrait tout simplement pas exister dans notre monde. Il est beaucoup plus à l'aise dans le jeu vidéo d'où il vient. Le monde du jeu vidéo, pour lui, est la même chose que notre monde pour nous. Donc, s'il existe une réalité au-delà de notre univers, réfléchissez-y à 2 fois. Souhaiteriez-vous vraiment y aller? Il est peu probable que le cerveau humain soit capable de percevoir une autre réalité. Et s'il essaie, où est la garantie qu'il ne deviendra pas fou? Contentons-nous donc de notre bel univers. Et n'oublions pas qu'il y a tout un univers à l'intérieur de chacun de nous. Je suis sérieux. Où sont les limites de votre imagination? Vous pouvez imaginer absolument n'importe quoi dans votre tête. Un vaisseau géant avec de longues pattes d'araignée se déplaçant à travers un désert où la pluie n'est pas faite de gouttes, mais de minuscules tours Eiffel. Il y a des trillions de possibilités dans votre imagination. Mais en plus de cela, il y a aussi des sentiments et des émotions, la joie, la colère, l'amour. Oui, on peut bien sûr dire que nos sentiments sont le résultat de réactions chimiques dans notre cerveau, mais ne pensez-vous pas qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus derrière tout ça? Par exemple, vous voyez un sans-abri. Vous lui donnez de l'argent et de la nourriture. Vous faites preuve de bienveillance grâce aux neurones qui, dans votre cerveau, sont responsables de l'empathie et de la compassion. Mais que se passe-t-il si vous rentrez chez vous après une journée épouvantable au travail et que vous revoyez cette personne sans abri? Vous êtes irrité, fatigué, et les neurones responsables de l'empathie sont désactivés. Mais malgré cela, vous pouvez toujours faire preuve d'attention envers cette personne et lui donner à manger. Autrement dit, vous le faites indépendamment des processus chimiques de votre cerveau. Et ce n'est qu'un exemple parmi des millions. Un programme informatique est-il capable d'une telle chose? Si nous vivons dans une simulation, et si nous sommes des programmes, alors nous sommes des programmes incroyablement complexes, avancés et magnifiques. Et comment de tels programmes se distinguent-ils de ce que nous appelons la réalité dans nos têtes? Le mot « programme » n'est bien sûr pas vraiment adéquat. Nous sommes des créations. Mais alors, qui est notre créateur? Cette notion est elle-même valable? Je voudrais bien continuer à bavarder avec vous maintenant que j'ai posé cette grande question métaphysique, mais hélas, il est temps que je parte.